Bon matin. Salut! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Bien. Aujourd'hui, on a reçu Annie-Pierre Castonguay, qui est travailleuse sociale en GMF. Oui, du côté de Roberval. Roberval. J'ai tellement trouvé ça intéressant. D'abord, elle est jeune, elle est super dynamique, elle a une bienveillance là, innée Ouais. qui a fait en sorte que la discussion qui portait principalement sur le stress, l'anxiété, l'angoisse était non seulement pertinente, mais je pense que j'aurais pu discuter avec elle tout l'avant-midi. Là. On a fait quasiment, je me trompe pas, 50 minutes d'échange avec elle. Puis tous ses propos étaient ultra intéressants. Je m'y retrouvais. Je retrouvais des membres de ma famille, des membres de mon équipe. Je sais pas comment tu as apprécié l'échange, mais gros coup de cœur pour moi ce matin. Oui, un gros coup de cœur. Je trouve qu'on a abordé plusieurs éléments. On a parlé justement de l'anxiété dans la société d'aujourd'hui, mais on a aussi abordé quelques trucs ou quelques outils qui est possible de mettre dans un coffre à outils, justement. Donc, je trouve qu'on a abordé le sujet de façon vaste. C'était très intéressant. Moi, c'était la première fois que je réalisais le rôle des travailleurs sociaux au niveau de l'anxiété, de l'accompagnement psychologique. Je ne savais pas personnellement, tu sais, tout le coffre à outils dont ils disposent puis leur champ d'intervention, je ne connaissais pas le fin détail. Puis c'est une nouveauté pour moi, ne serait-ce que les mécanismes d'accès qu'elle nous a nommés, les trucs, comme tu dis, à mettre en application. Puis la grande conclusion, moi, que je retiens de tout ça, c'est que c'est pas nécessairement une personne qui est anxieuse, c'est pas nécessairement une personnalité, une étiquette qu'on colle sur un individu. Ça peut être situationnel. Il y a personne qui est à l'abri de ça. Elle parlait du psychosocio-biologique. Ouais, exact. Puis 3 facteurs qui rentrent en interrelation qui peuvent te prédisposer ou t'amener dans une situation d'anxiété. Puis ça, ben, c'est tout le monde. T'sais. C'est toi, c'est moi, c'est nos proches, potentiellement à un moment précis. Donc, je trouve ça ultra intéressant. Il y a des trucs à mettre en place ici maintenant. C'est clair que je réécoute l'épisode. J'espère que les gens à la maison vont aimer autant que nous. Puis, je sais qu'on s'est dit ça plusieurs fois, mais moi, je la réinvite n'importe quand. Demain matin. Mais pour vrai, je pense que c'est un épisode qui va parler à tout le monde, justement, là, parce que l'anxiété, de façon dont on l'aborde aujourd'hui, je pense que tout le monde peut se reconnaître ou reconnaître un proche. 100%. Voilà. Bonne écoute. Discussion de corridor est un balado qui vous plonge dans les coulisses du monde de la santé et des services sociaux. Ici, les discussions sont riches et vous ouvrent sur de nouvelles perspectives. À travers des entretiens francs avec des experts, des praticiens et des usagers, nous explorons les réalités diverses qui nous touchent toutes et tous comme êtres humains. Préparez-vous à plonger dans un univers sans frontières où chaque sujet est exploré en profondeur. Voici Discussion de corridor, le balado. Bonjour, aujourd'hui au podcast, on reçoit Annie-Pierre Castonguay, travailleuse sociale en GMF dans le secteur de Roberval. Allô Annie-Pierre, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Oui. Peux-tu nous parler un petit peu de ton quotidien, ton travail? Ça ressemble à quoi une journée là, dans ta routine habituelle? Oui. Ben c'est ça. Moi, en réalité, un GMF, ça veut dire que je travaille en clinique médicale. Moi, dans le fond, j'appartiens au CLSC, quand même, pour que les gens comprennent. J'appartiens au CLSC, mais mon bureau est directement dans la clinique avec les médecins, les autres professionnels aussi. Moi, ma journée, là, c'est vraiment une journée là, typique. Là, souvent, on travaille 2 jours. Des fois, on faut faire un soir aussi là, pour combler les heures de la clinique. Puis, moi, je reçois là, des patients. Nous, c'est sûr qu'il faut que ça soit des gens qui aient plus de 18 ans jusqu'à 100 ans. 101, évidemment, si c'est possible. Puis, moi, là, je reçois là, des requêtes qui viennent majoritairement de mes médecins de la clinique. Mais ça peut rentrer aussi du 811, de l'urgence, du patient lui-même de la clinique qui demande de l'aide. Puis, nous, on va avoir un traitement de la demande. Puis après ça, on va faire des suivis qui, nous, c'est sûr, c'est du court terme. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas voir les patients pendant plusieurs années. C'est un épisode quand même qui est plus court. Puis moi, je vais vraiment voir là, tout ce qui peut exister de problèmes. Là. On est vraiment des généralistes. Puis si jamais on se rend compte que nous, ce qu'on est en train de faire avec le patient, on n'est peut-être plus le bon service au bon moment, bien, on va juste transférer la demande vers des services qui sont plus spécialisés, comme par exemple au niveau de la santé mentale.
Bien, justement, parlant de santé mentale, on t'accueille aujourd'hui pour parler plus spécifiquement d'anxiété, de stress. Peux-tu nous donner quelques définitions, là? C'est quoi la distinction entre l'angoisse, l'anxiété, le stress? On a tendance à penser que dans la société, c'est omniprésent, voire plus présent que jamais. Donc, peux-tu nous donner quelques définitions pour qu'on s'y retrouve? Oui, je vais essayer de faire ça le plus simple là, pour que les gens comprennent, parce que ça reste que c'est quand même du spécifique. Puis mon but là, aujourd'hui dans le podcast, on se l'est dit, là, c'est vraiment de rendre ça le plus simple possible, parce que ça reste des sujets. La santé mentale, c'est pas ce qui est le plus beau. Mais il faut tellement en parler, puis il faut pas se gêner. C'est pas tabou. Au contraire, il faut en parler puis aller chercher de l'aide. Fait que des définitions, je vais faire ça, comme je dis, le plus simple. Si on commence par le stress. Le stress, là, c'est vraiment une réponse qui est biologique au niveau du corps. Ça veut dire qu'il va y avoir une sécrétation d'hormones face à une menace qui est là. Je vais donner un exemple bien concret qui me touche. Mes amis vont comprendre. Par exemple, je suis en train de faire du vélo de montagne, je descends une belle descente. Une racine. Non. J'arrive dans un croche, puis il y a un ours. Parce que ça se peut, on est en forêt. Mes amis diraient, oh, il pourrait avoir un castor, mais ça, c'est une autre histoire. Toi, c'est un ours. Moi, c'est un ours. Évidemment, c'est menaçant, un ours. En tout cas, moins que tu n'aies pas peur de ça, mais bref. Fait que c'est ça que mon corps va falloir qu'il génère des hormones pour que je sois en mesure de me défendre. Fait que ça va être la réponse de mon corps à la menace pour que je sois capable de survivre. Souvent, les gens, on parle des 3 F, des réactions, fuir, foncer, figer. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut que je fuis. T'es sur un vélo, donc ça va mieux. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Fait que là, je vais avoir vraiment, souvent, on parle d'adrénaline, une force pour me sauver de la situation. Fait que ça, c'est vraiment normal qu'on vive ça devant une menace, comme je dis, qui est présente. Ça, c'est le stress. Fait que c'est réponse biologique. Protéger, là. Le stress, exactement. La menace est réelle, présente devant toi. Puis c'est vraiment une réaction du corps. OK. Après ça, l'anxiété, ça, c'est l'émotion qu'on vit. Fait que, tu sais, des émotions, on en vit plein, de la peur, de la joie, de la tristesse. Bien, l'émotion en fait partie. Puis si quelqu'un veut vraiment bien comprendre qu'est-ce que c'est l'anxiété, moi, je réfère au film « Sans dessus-dessous 2 ». OK. Parce que c'est l'arrivée de l'anxiété dans le film. Le personnage anxiété. Exactement. Fait que l'anxiété, là, ça, c'est vraiment, comme je dis, c'est l'émotion qu'on va vivre. On va même... Ça vient que quand c'est déréglé un peu, on va appréhender des menaces potentielles. Il n'y en a pas nécessairement de menaces. Je vais donner encore un exemple. Mettons aujourd'hui. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Si j'étais partie dans des scénarios d'anxiété, j'aurais pu me dire, bon, mettons que ma première alarme de mon cellulaire ne sonne pas. Mais ma deuxième, oui. Je vais être un petit peu en retard. Je vais partir, je partais de Robertval. Mais là, je vais peut-être arriver, puis il n'y aura pas de stationnement. Parce que je suis un peu en retard dans mes affaires. Mais là, si j'arrive en retard, les filles vont dire, elle n'est même pas professionnelle, elle. Fait que là, ma gestionnaire va être au courant de ça. Là, ma gestionnaire, elle va me rencontrer. Puis là, peut-être, elle va-tu me dire, Anne-Pierre, fin de ton emploi. Mais là, moi, j'ai une maison à payer. Si j'ai plus d'argent. Ça va loin, là. Comment je vais faire pour payer ma maison? Je vais-tu me retrouver dans la rue? Scénario catastrophe. Voilà. Tu sais, ça part de quelque chose qui est, oui, parce que je vis un petit peu d'anxiété face à aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. Mais mon scénario est rendu que je suis rendue dans la rue. Mm-hmm. Il y a vraiment une notion d'anticipation. Oui, de gradation puis de scénario. On dit souvent c'est la peur d'avoir peur. Puis là, je me suis convaincue d'arriver en retard puis que là, ça l'a amené quasiment à que je vais être dans la rue. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Tout à fait. Oui, puis je veux pas devancer la discussion, mais je pense que ça fait partie de l'anxiété d'anticiper. Puis à partir du moment où il y a une toute petite option qui est possible, c'est comme si ça va arriver. Là, même si c'est 0,005 %, cette option-là existe, donc... Puis en même temps, on en parle, puis je me dis ça doit être une force dans certains cas aussi d'anticiper, de lire ton environnement, de prévoir un peu les menaces en termes de police d'assurance personnelle. Tout à fait. Puis tu sais, l'anxiété, tout le monde en vit, puis il faut en vivre. Vous l'avez bien dit, c'est des mécanismes de protection. Par exemple, tu sais, dans une maison, on est supposé avoir des détecteurs de fumée pour si jamais il y a un incendie, pour se protéger. Oui. Fait qu'on peut le voir un peu, c'est la même chose pour nous dans le cerveau. On a des mécanismes de protection face à des dangers. Mais si, par exemple, mon détecteur de fumée est déréglé, je me fais une rôtie, évidemment, il y a un petit peu de fumée, commence à sonner, mais il n'y a pas d'incendie, là.
c'est déréglé. Fait que là, ça va engendrer beaucoup d'émotions, beaucoup de comment je pourrais dire, de dire, il va avoir le feu, je vais mourir, alors que c'est pas le cas. Fait que si c'est déréglé, bien, ça crée un traitement d'information beaucoup plus intense, puis ça va générer aussi une fatigue cognitive. Parce que comme je vous donnais l'exemple tantôt des scénarios que je me suis fait, imaginez si je me mets à penser à tout ça. Je vais arriver ici, je suis fatiguée, je n'aurais pas dormi de la nuit, mais c'est pas de ma faute parce que l'anxiété a pris le dessus. J'ai pas été capable de me contrôler. Quand dans les faits, dans la situation, si par exemple ce matin je suis arrivée en retard, ce qui aurait pu arriver, il aurait pu avoir un accident aussi sur la route. J'aurais dit, hey, les filles, j'aurais envoyé un message, je m'excuse, je suis en retard. On aurait réglé ça, puis je serais pas en train de perdre mon emploi et être dans la rue, là. Ouais. Fait qu'il faut être capable de ramener nos pensées sur le ici, maintenant, en disant, ben non, là, attends, là, tu perdras pas ton emploi parce que tu arrives en retard. À la limite, tu vas t'excuser, puis c'est tout, là. Qu'en est-il de l'angoisse au travers? Ben l'angoisse, c'est comme je veux dire, une coche de plus d'anxiété. C'est comme la version sévère d'anxiété. OK. C'est là les gens où ils vont se sentir paralysés, ils vont hyperventiler, que là, ils vont avoir l'impression d'avoir perdu le contrôle. C'est que là, les pensées, là, c'est tellement rendu dans ta tête que là, tu as de la misère. C'est quasiment rendu réel, là. Oui, puis tu vas voir, physiquement, tu vas ressentir, là, tu iras pas bien, là, comme je dis, tu peux hyperventiler, il y en a qui peuvent perdre connaissance. Tu seras plus capable de décoder les informations. Quand je disais tantôt le film Sans dessus-dessous, pour vrai, de l'écouter, moi, je vois encore l'image du contrôle, comme une console, que l'anxiété n'est plus capable, puis elle veut tout gérer, mais elle ne laisse pas la place aux autres pour l'aider. C'est ça. C'est un peu là, c'est la panique. Ça va pas bien. Puis les gens sont souffrants quand ils vivent ça. Puis, comment je pourrais dire, il y a personne qui dit c'est vraiment le fun, je veux le vivre. Là. Parce que j'imagine qu'autant pour l'anxiété que l'angoisse, ce sont des situations qui se reproduisent là, régulièrement. Là, c'est pas seulement un épisode ici et là, j'imagine que... Bien, ça dépend. Parce que de l'anxiété, tout le monde va en vivre à certains moments de la vie. Quelqu'un qui est en attente d'un résultat, par exemple, de biopsie, ça se peut qu'il y ait de l'anxiété. C'est normal parce qu'il y a une peur quand même réelle ou potentielle. Par contre, où ça devient, je vais dire, problématique, c'est quand que la situation préoccupante est réglée. Ton médecin t'avise, hey, finalement, bonne nouvelle, tout est correct. C'est supposé se résorber, c'est supposé se calmer parce que la situation était... La menace n'existe plus. Mais si tu restes là-dedans, c'est là que ça devient problématique. Exemple, la personne pourrait continuer à avoir toujours peur là, d'un mauvais diagnostic ou d'avoir une maladie, puis ça reste dans sa tête. Demander des investigations supplémentaires. Oui, exactement. Ne jamais être rassuré suffisamment. Oui, là. c'est ça. Est-ce qu'on peut faire de l'anxiété sans faire d'angoisse, sans se rendre aux symptômes? Là? Oui, puis c'est pour ça que je pense que quand les gens constatent ou vont faire « Hey, on dirait que ça m'interpelle, c'est une anxiété que je vis », ben, d'aller chercher de l'aide pour éviter qu'on se rende à ça. Parce que moi, dans mon bureau, c'est pas tous mes patients qui vivent de l'angoisse. Ils vivent de l'anxiété, mais de l'angoisse, c'est pas tout le monde. Là. Mm-hmm. Fait que quand c'est traité, quand c'est nommé, quand c'est accepté, puis que c'est connu, qu'on le sait, c'est déjà beaucoup plus facile d'intervenir. Là. Dans ta pratique, quel genre de clientèle tu vois? Je vois, comme je dis, c'est des adultes. Je vois... pour vrai, j'ai l'impression que je vois quand même 50-50 hommes-femmes. Puis, tu sais, l'anxiété, les symptômes anxio-dépressifs, je dirais que c'est notre majeure partie de notre clientèle. Parce donc, que, c'est un mélange anxiété, symptômes dépressifs? Oui, exactement. Okay. Là, ça reste des fois, tout est un peu imbriqué parce que, tu sais, moi... J'ai l'impression parfois que l'anxiété vient tellement être épuisée que des fois, ça peut devenir avec des symptômes dépressifs aussi parce que forcément, si tu manges tellement paralysé que tu manges moins, tu fais de l'insomnie. On s'entend, ça, c'est les besoins physiologiques d'un être humain. C'est vraiment la pyramide de Maslow, si les gens veulent un petit peu s'éduquer là-dessus. C'est la base d'une pyramide. Fait que forcément, si notre pyramide est déjà... instable, ça va avoir des impacts sur tout le reste. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les symptômes peuvent apparaître. Mais, tu sais, moi, je ne vais pas diagnostiquer des symptômes anxio-dépressifs. Je peux faire du monitoring, c'est-à-dire que je peux faire passer des tests pour juste me valider à savoir, est-ce que ça augmente? Est-ce que c'est plus de l'anxiété
ou c'est de la dépression? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça dégrade? Pour pouvoir, après ça, avoir des sujets de conversation, puis même aussi en parler avec le médecin. Parce que nous, c'est ça la force de travailler dans un GMF, je crois. C'est notre collaboration avec divers professionnels, que ce soit les infirmières, que ce soit le médecin, que ce soit avec la pharmacienne. Peut-être dans les GMF, il y a d'autres... dans d'autres secteurs, il y a d'autres professionnels, mais c'est la force, c'est de pouvoir tout s'aider parce que c'est bio-psychosocial, tout ce qui est les troubles mentaux. Fait que c'est pas juste une cause, c'est plein de facteurs. Fait que les gens peuvent en vivre de mille et une raisons. Fait que c'est pour ça que quand on fait de la collaboration, mais chacun travaille sur, je veux dire, sa spécialité. Intéressant. De façon générale, peux-tu nous dire quelles sont les principales causes d'anxiété? Y a-t-il des constats généraux qui reviennent régulièrement ou... Bien, là, c'est sûr, j'ai pas de faits scientifiques. Je vais plus partir de ce que je vois de ma pratique, parce que ça fait quand même 5 ans là, que je travaille en GMF. Moi, je vois beaucoup en lien avec le travail. Les gens, ils veulent bien performer, le manque de personnel. Fait que des fois, je pense que les gens viennent à compenser un petit peu parce qu'on le sait, on ne se le cachera pas, il y a du manque de personnel partout. Il y a beaucoup de besoins, mais il faut faire plus avec moins. Fait que, ça, je pense que c'en est une. Ce que j'ai lu aussi là, chez les plus jeunes, ce qui était, je dirais, là, nommé, il y a beaucoup de consommation de temps d'écran, de pixels. Les gens sont beaucoup sur leur téléphone. Fait que veux pas. Ça, c'est mon hypothèse à moi, mais j'ai l'impression que les gens, quand ils consomment, des fois, ils voient juste ce qui est positif. Partir en voyage, une nouvelle voiture, moi, j'ai pas ça. Fait que des fois, tu peux dire, mais moi, ma vie, ça va pas bien, mais on se le cachera pas. Les réseaux sociaux, c'est montrer le beau. Ouais. C'est rare qu'on voit nécessairement le négatif. Par contre, il y a quelque chose que je trouve qu'on voit un petit peu plus, c'est que nos personnalités connues le mettent beaucoup plus. Quand ils vont pas bien, ils font des témoignages. On a vu là, des... là, je peux pas dire que c'est nécessairement de l'anxiété que les gens ont vécu, mais par exemple, un Sam Breton, qui est humoriste, qui a parlé récemment de qu'est-ce qu'il avait vécu. On a un Jonathan Drouin, qui est un joueur de hockey, qui a abordé la situation. Marie-Soleil Dion. Internationalement, Shawn Mendes qui a arrêté sa tournée parce qu'il disait « je suis plus capable ». Fait que de voir... Pas que je suis contente. Normalise, là. Oui, je veux pas que les gens vivent ça, on veut que tout le monde soit heureux, mais au moins des fois d'avoir des comparatifs, de dire « Ah ouais, même lui, même elle le vit ». Fait que peut-être que ça permet à des gens de se rendre compte qu'ils sont moins seuls. Puis j'espère que les gens, ça les fait plus se consulter depuis que les gens font des témoignages. C'est tellement vrai ce que tu dis sur les médias sociaux. On a eu d'autres invités plutôt au podcast, puis on en a discuté justement de l'effet des médias sociaux. Puis il me semble que ça fait des années qu'on reconnaît qu'il y a l'espèce de concept de valorisation sociale, puis qu'on expose juste le bon, le beau, puis ça avait une pression indue sur les gens. Mais malgré ça, c'est encore le contenu qu'on voit constamment. Puis on s'expose encore à ça. J'ai pas eu l'impression, du moins, qu'il y a eu tant de changements sociaux derrière la consommation des médias sociaux. Puis je m'implique là-dedans aussi, là, au sens où on passe tous du temps là-dessus. On sait que c'est pas nécessairement positif, on se doute des effets, mais malgré ça, il n'y a pas nécessairement de prise de conscience puis de prise en charge. Tout à fait. Avec ça. Et même quand on est conscient, moi, je trouve que ça teinte quand même notre perception. T'sais, on est conscient que c'est pas toujours la réalité, qu'on voit juste le beau, mais je suis certaine que malgré tout, notre subconscient vit les conséquences de cette consommation-là. On contribue à ça indirectement aussi. Là. Vas-tu photographier un souper que tu as complètement raté pour l'exposer? Non. On expose le beau, souvent. Effectivement. Fait que peut-être... Puis on se compare à ça aussi après. Oui. Fait que c'est sûr qu'un conseil, souvent, c'est de diminuer notre temps d'écran. Je pense que ça, c'est tout à fait normal. C'est unanime, hein? Oui. Ouais. Puis même surtout, le soir, parce qu'on le sait, il faut dormir, c'est sûr que ça nous stimule un petit peu plus de regarder des écrans. Puis souvent aussi, moi, ce que je constate, c'est que le soir, on dirait que l'anxiété, elle augmente. Juste le fait qu'il fait noir, on dirait qu'on distingue moins. Puis moi, ça arrive vraiment souvent dans mon travail. Oui, je fais du GMF, mais aussi je fais de la garde sociale. Fait que ça, c'est l'unité de crise et d'urgence 24/7. Ce qui fait en sorte que je suis, dans le fond,
faire ça vite, le 811, c'est notre ligne 24/7 pour les gens. Mais quand le 811, les intervenants ne sont pas capables de compléter l'intervention au téléphone avec la personne, ils vont demander à ce que l'intervenant de garde se présente sur les lieux pour continuer l'intervention. OK. Fait que moi, je fais de la garde soir, nuit, fin de semaine. Puis, il y en a beaucoup de détresse à partir du soir. Là. Les gens sont de plus en plus anxieux, ils se sentent moins bien, ils se sentent seuls. Il y a moins de vie. Fait que je pense que le soir, c'est ça. Ça fait augmenter les crises. Là. Ça nous est tous déjà arrivé d'appréhender quelque chose la nuit. Ça semble tellement terrible. On se réveille la matin et on se dit finalement, c'était juste ça. Oui. Je sais pas pourquoi. Hein? Mais la nuit, il y a vraiment un effet plus fort que de jour. Mais j'ai encore là, ça c'est mon idée. Nos sens sont peut-être moins réveillés, je veux dire, le soir, la nuit, parce que tu veux pas notre système se calme, ça baisse pour dormir. Fait que j'ai l'impression que ça a peut-être un impact. Puis oui, effectivement, on se réveille le lendemain, puis on dirait qu'on avait vendu notre maison, on déménageait, puis tu te réveilles le lendemain, puis finalement, c'est pas si pire que ça, là. T'es à 2 là, sur ton échelle de 10. C'est là, ça. Mais à 3 h du matin, là, c'était c'est ça. Fait qu'il faut jamais prendre de décision la nuit. C'est ça que faut retenir. Faut pas prendre de décision sur le coup de l'émotion. Donc, quand tu fais de la garde sociale, tu es amené à aller sur le terrain, à aller rencontrer là, des personnes qui vivent des situations de crise. Donc, j'imagine que tu es accompagné aussi de d'autres professionnels de la santé. Oui, bien c'est sûr que moi, je suis souvent accompagnée des policiers. Puis après ça, tout dépendamment de la suite de l'intervention, souvent, on va se rendre à l'hôpital. Là. OK. Fait que le reste, c'est sûr que ça va se faire avec souvent le personnel de l'urgence. As-tu l'impression que notre société est plus anxieuse, qu'il y a une augmentation du nombre de cas, ou c'est juste parce qu'on en parle plus, parce qu'on c'est plus c'est pas stigmatisé en fait, qu'on vit davantage, on est à l'aise de l'exposer? Bien, c'est sûr, moi je pense qu'il y en a, il y a toujours eu de l'anxiété, là, ça part de super longtemps. Mais peut-être qu'on commence à être un petit peu plus ouvert à la santé mentale. Des journées comme Belle Cause ou des... Sûrement. Mais il y en a de l'anxiété, c'est sûr. Moi, selon les dernières études que j'ai lues, oui, il y aurait une augmentation là, de l'anxiété. Mais est-ce que les gens consultent plus puis se font diagnostiquer? Oui. Peut-être aussi. Fait que, je veux pas trop m'embarquer là-dedans, surtout que je suis pas spécialisée en anxiété. Là. Peut-être que ça, les médecins ou psychiatres ou peu importe pourraient peut-être plus répondre, mais moi, j'ai l'impression que les gens sont peut-être plus ouverts à consulter parce qu'ils vont pas bien puis parce que les gens les accompagnent dans cette démarche-là, peut-être. On entendait souvent par le passé que parfois les hommes hésitaient peut-être davantage à consulter. Est-ce qu'aujourd'hui, tu constates une différence dans ta pratique? Ou Bien, moi, c'est sûr que je trouve ça super parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui consultent. Par contre, c'est sûr que la première rencontre, ils n'ont pas toujours l'air contents d'être dans mon bureau. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils font là. C'est sûr que c'est un peu différent. Par contre, je pense que les hommes vont vouloir rapidement des solutions puis ils vont les mettre en exécution. Mais ce que j'observe aussi, c'est que souvent, quand ils arrivent dans mon bureau, c'est peut-être pas pour de l'anxiété. Souvent, ça va découler d'un épuisement professionnel parce que les hommes, je pense, veulent bien performer. Souvent, des fois, ils sont le pourvoyeur de la famille. Fait qu'ils se mettent beaucoup de pression. Mais là, peuvent s'épuiser parce que soit qu'ils vont faire des fois plus d'heures ou des choses comme ça, mais les femmes aussi. Mais moi, c'est ce que j'observe, c'est que souvent, c'est le pourquoi qu'ils rentrent dans mon bureau. Mais en discutant, en analysant, en essayant de comprendre, des fois, ça m'est arrivé de dire... On dirait que j'ai l'impression que tu vis de l'anxiété. Au début, la réponse est non. Mais là, plus on creuse, plus on en parle, plus ça a une résonance chez l'homme. Puis, ça m'amène à... Il y a divers types d'anxiété. Là, tantôt, on parlait de définition, mais il y en a plusieurs. Là. C'est pas juste une anxiété. Il y a plusieurs... on a, par exemple, l'anxiété sociale, dont fait partie l'anxiété de performance. Puis l'anxiété de performance, c'est souvent... Moi, je la vois un petit peu plus invisible parce que les gens ont l'air en contrôle, parce qu'ils ne veulent pas déplaire, l'anxiété de performance, c'est la peur des échecs. Fait que les gens vont être très perfectionnistes, ils veulent que tout soit correct. Ils vont parfois éviter de faire des choses parce qu'ils ne veulent pas échouer.
Fait que des fois, ça paraît un petit peu moins. Mais ça l'amène de l'épuisement parce que c'est épuisant d'être toujours... t'sais, Avoir la barre là. oui, tout le temps, d'avoir Les cette attentes. grande pression-là. Fait que c'est pour ça que je pense que souvent, ça arrive en épuisement professionnel. Puis là, finalement, on se rend compte que peut-être que c'est de l'anxiété de performance. J'imagine que les gens ils se mettent beaucoup de mesures de contrôle, là, justement, avec l'anxiété de performance. Là. Tout est calculé. Là. Ah, tout le temps. C'est beaucoup de coups d'avance au cas où. Puis parce que tu veux avoir des commentaires positifs. Tu veux que les gens disent « Hey, travaille bien ». Mais c'est tout souvent au détriment de ta propre santé mentale parce que ça se peut que tu dors moins bien. Ça se peut que tu arrêtes de faire des sports parce qu'il faut que tu continues ton projet ou des choses comme ça. C'est épuisant aussi parce que tu augmentes toujours tes attentes par rapport à toi-même. J'imagine que ça a un impact sur les autres autour de toi aussi. Effectivement. Tu nous disais tout à l'heure, sans tomber dans le détail, que tu vois souvent ce genre de symptômes-là chez des gestionnaires, d'exemple. Oui, parce que on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de pression. Il y a de la pression de partout. Faut performer. Il y a des budgets. Il y a des attentes. Tu as des employés. Puis à travers ça, tu as des fois des choses à gérer à Famille, travers. Exactement. Puis ça se peut que des... tu aies quelqu'un de proche de toi qui a un enjeu de santé. Ça se peut que tu aies un enfant qui a des besoins particuliers à travers tout ça. Fait que quand je dis que c'est bio-psychosocial, c'est que c'est multifactoriel pour la personne. Fait que c'est ça, souvent, qui arrive, c'est que les gens sont épuisés dans plusieurs sphères de leur vie. Puis c'est là que ça devient problématique. Parce que là, tu as des impacts vraiment fonctionnels. Y a-t-il des traits de notre société, des traits de caractère de notre société, des grandes caractéristiques qui favorisent l'apparition d'anxiété? Ou on s'amusait à échanger avec ChatGPT. Parce que moi, j'ai souvent l'impression que c'est dans le discours populaire, là, que ça augmente, que c'est généralisé. Puis je lui demandais de m'expliquer un peu pourquoi on en était là. Puis il m'a donné des pistes d'explication que j'ai trouvées quand même intéressantes. Je dis pas que c'est la vérité. Puis, que c'est la science. Exact. Mais on parlait entre autres d'hyperconnectivité. Tu en as parlé tout à l'heure. D'effritement des tissus sociaux. Ça m'a vraiment parlé parce que maintenant, avec la femme qui travaille de plus en plus, le fait qu'on est dans une société un petit peu plus individualiste, là, parce qu'avec la pression de performance, justement, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu travailles, que tu sois impliqué avec tes enfants. On a moins de temps pour prendre soin de notre voisin, aider les gens. Est-ce que ça peut avoir un impact sur notre capacité à gérer le stress, l'anxiété? Est-ce que les relations sociales peuvent être un remède efficace? Bien, moi, je pense que ce que tu apportes, ça a du sens. Puis, parce que maintenant, c'est ça, les gens, je pense qu'ils ont beaucoup de rôles. Faut que tu sois, si tu l'as bien dit, il faut que tu sois là, tu t'entraînes, mais en même temps, il faut que tu sois performant au travail. Mais après ça, faut que les enfants, ils ont des pratiques, ils font du sport, ils ont des cours de musique, il y a de la grève, il y a des journées tempêtes. Pédago. Il manque, tu sais, en ce moment, c'est triste, mais il manque de garderie, de place en garderie. Ouais. Fait que là, il faut que tu jumelles avec 53 horaires différentes. Fait que tu arrives au travail, là, puis tu as l'impression que tu as déjà ta journée de commencer parce qu'il a fallu que... souvent ça. Puis si les gens aussi... Mettons que tu n'as pas beaucoup de réseau, ça devient difficile aussi là, pour t'aider. Fait que ça rajoute tout le temps une charge de plus, j'ai l'impression. Puis, tu sais, y a-tu d'autres choses? Moi, j'avais lu là, sur la presse aussi, je sais pas comment dire ça, mais je vais dire les données. Je pense que c'est toi qui m'avais parlé en plus, je sais plus... je sais pas comment apporter ça, là, mais mettons, on a beaucoup d'outils maintenant avec des données. La unité de mesure, oui, la culture de la mesure. Voilà, c'est ce que je cherchais. Les montres intelligentes. Personnellement, j'en ai une, là, puis je trouve ça super bien. Mais là, on est rendu qu'on sait tout de tout. J'ai dormi 5h14. Ça c'est stressant. 28 minutes de réveil. Voilà. Mais des fois, je dis aux gens, c'est correct de valider peut-être une fois par semaine. Moi, ça, j'ai aucun problème. Mais si tu te lèves le matin et tu es en forme, pas obligé de savoir que tu as dormi juste peut-être 5 heures. Puis la montre, est-ce qu'elle est 100% efficace, valide? Ouais. Dépendamment de l'algorithme qui est utilisé. Mais moi, c'est ça, des fois, je dis à mes gens, enlève-la. Puis tu sais, parce que je trouve que des fois, là, tu sais, on se fait tellement dire, il faut que tu dormes ton 8 heures de sommeil. Mais ça se peut que tu aies dormi 6 heures et que tu sois super fonctionnel. Mais là, si déjà tu te lèves le matin en me disant, il me manque 2 heures. Tu te conditionnes. Je vais être fatiguée. Oh mon Dieu, à soir, il faut déjà que je me couche de bonne heure. On passe déjà à ce soir, la journée même pas commencé. Fait que moi, souvent, je vais dire, j'ai aucun problème, mais t'es pas obligé de toujours tout valider les informations parce que là, tu te crées du stress
je dirais, un peu inutile. C'est pernicieux aussi. On prend ça pour avoir plus d'informations, mais finalement, ces informations-là génèrent de l'anxiété. Oui. Donc, au final, on n'est pas plus avancé. Non, c'est ça. Mais j'ai rien contre. Là. Comme je dis, on doit valider certaines informations, d'avoir des données aussi, parce que ce qui est important, c'est que quand on se dit, OK, je vais aller voir mon médecin, c'est important de donner des vrais faits aussi au médecin. Fait que c'est sûr que tu dors pas, tu fais de l'insomnie, c'est un peu normal de transmettre les infos. Puis quand je dis de donner toutes les infos au médecin, c'est important parce que le médecin, il n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'aider. Puis, si tu consommes, s'il y a des affaires que tu n'oses pas dire, mais ça va avoir un impact sur ton traitement. Parce que, on est rendu à prendre une molécule. Parce que, oui, quand on vit des symptômes anxio-dépressifs, ça se peut qu'il y ait une molécule qui soit prescrite par le médecin. Mais si tu ne dis pas tout, ça veut pas dire... Ça sera peut-être pas la bonne molécule. Puis là, tu vas dire, je comprends pas, ça fait pas... Mais c'est sûr que si tu n'as pas dit que tu consommais de l'alcool, des drogues, peut-être que le médecin n'a pas prescrit la bonne chose. Fait que gênez-vous pas. On est des professionnels de la santé. Puis si tu n'es pas à l'aise de le dire à ton médecin, mais tu es à l'aise de le dire, par exemple, à moi. Moi, ça m'est déjà arrivé que ce soit mon patient qui dit « Moi, je suis gênée, on dirait de le dire, mais c'est correct que toi, tu ailles le dire. » Parfait. Tu me donnes l'autorisation, ça me fait plaisir, puis on va s'assurer que tu aies le bon traitement. Parce que quand on commence la médication, mes patients me le disent souvent, c'est difficile. C'est des effets secondaires, c'est pas agréable. Tu as l'impression que tu es pire que ton problème, que mettons ton anxiété. Mais quand ça se stabilise, quand c'est la bonne molécule, les gens, souvent, on voit vraiment quelque chose de très positif. Là. J'aimerais revenir, Annie-Pierre, sur les symptômes, parce que là, on en a parlé brièvement, on parlait d'anticipation. C'est quoi les signes qu'on devrait saisir pour dire, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, peut-être que c'est de l'anxiété. Qu'est-ce qu'on doit identifier comme quelque chose à surveiller? Bien, c'est sûr que on a des symptômes, là, je dirais, les plus communs. Maux de tête, céphalée, nausées, fatigue, d'avoir une augmentation de nos palpitations cardiaques. Sueur, picotement, problème aussi au niveau du sommeil. Quand on a l'impression là, qu'on on dirait qu'on est un peu tout le temps en train, moi je dis de un peu de vibrer, de toujours être un peu fébrile, de pas... quand les gens aussi autour de toi, voyons, on dirait que t'es pas comme d'habitude. Nos proches, ils nous connaissent. Fait que des fois, il faut quand même être à l'affût de qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Ça arrive quand même assez fréquemment que les gens vont se présenter à l'urgence en pensant qu'ils sont en train de faire une crise cardiaque. C'est de l'anxiété. C'est de l'anxiété. Fait que les symptômes, ça prend vraiment à ça. Fait que, faut pas se gêner. Je dirais que c'est les symptômes, je dirais, les plus communs qu'on voit. Mais c'est surtout aussi quand on a l'impression de perdre un peu le contrôle. Là, que là, les pensées, puis souvent aussi, là, les gens vont dire « Mon hamster fait juste tourner. J'arrête pas de... » Puis je pense à n'importe quoi. Je me couche, puis je vais être en train de penser à mon rideau, là, il faudrait que je le change parce que là, ça ne fit pas. Puis, oh mon Dieu, j'ai-tu payé le déneigeur? Puis là, mon Dieu, c'est vrai, demain, il faut que j'appelle parce que j'aimerais ça avoir Crave. C'est tout en barque. Tout mélangé. Tout mélangé, puis tu as l'impression que c'est plus logique, puis t'es pas calme. Y a-t-il des trucs qu'on peut mettre en fonction pour avoir un impact concret, là, pour essayer de se calmer, puis de mettre un peu de l'ordre dans ses idées, puis disons quelqu'un là, à la maison qui se reconnaît dans tes propos, puis qui dit, moi ça m'arrive, je pense pas que ce soit invalidant, mais j'aimerais ça pouvoir prendre action maintenant. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, je pense, on en a parlé un petit peu tantôt, repartir de la base. Moi, souvent, c'est toujours l'enseignement que je vais faire à mes patients. On repart de la base. Manger, dormir, faire de l'activité physique. Ça, c'est vrai. Les études ont démontré que quand tu dors bien, ben, tu es plus capable de raisonner. Moins tu dors, moins tu as la capacité, moins tu manges. On en a besoin des nutriments. Fait que, ça, c'est repartir de la base, vraiment de dire, d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est sûr que si tu te couches à 2 heures du matin, puis tu te réveilles à 6 heures, tu es en déficit. Déficit de sommeil va amener de l'anxiété, c'est certain. Fait que d'avoir des heures favorables, puis là, je le sais, il y en a qui travaillent sur des horaires atypiques, c'est pas toujours évident. Tu sais, là, c'est pas facile. Mais ça, pour moi, ça, c'est la base que j'enseigne.
Juste avant que tu passes au prochain truc, tu as parlé d'alimentation. Est-ce que le choix de l'alimentation peut avoir un impact sur ça? Oui, ça peut avoir... c'est sûr que quand c'est faible en nutriments, que c'est plus de, je vais dire, de la nourriture un petit peu plus fast-food. Transformée, c'est sûr que tu vas moins chercher le côté bénéfique des aliments. Fait que c'est sûr l'idéal, mais je suis consciente aussi, ça coûte cher. En ce moment, l'épicerie. De bien s'alimenter, c'est un défi. C'est pas facile. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours vraiment facile de réussir. Le choix des aliments peut avoir un impact sur la santé mentale et le sentiment de bien-être. Et de bien manger, oui, mais c'est surtout aussi d'avoir des repas. Quelqu'un qui mange un repas par jour, c'est peut-être pas 100% l'idéal non plus. Pour des raisons X, des fois, là, peut-être que les gens vont le faire, j'ai pas de problème, mais d'être constant, c'est dans la routine aussi. Parce que, tu sais, moins manger, maux de tête, fatigue, moins bien dormir. C'est un cercle vicieux, tout est imbriqué, mais on a le droit là, de manger du fast-food, je dis pas ça. Là, ça me fait plaisir une poutine une fois de temps en temps. Il faut se gâter. Là. Mais c'est l'équilibre. C'est exactement, c'est l'équilibre. Fait que ça, c'est de la base. Après ça, moi, je rajoute l'activité physique. Puis ça, toutes les personnes, les médecins, les psychiatres avec qui j'en parle, on le sait, ça fait du bien. Puis là, je dis pas aux gens, inscris-toi pour un marathon. Non, ça c'est trop. Tu peux. J'ai de l'anxiété de performance que je vais annuler quelques semaines avant. C'est non. Marcher quelques fois par semaine, 30 minutes. Des fois, les gens qui ont la chance, parce que c'est pas tout le monde, d'avoir 1 heure de repas, mais à la limite, manger pendant 30 minutes, prendre ces 30 minutes-là pour aller à l'extérieur. C'est sûr que ça va être bénéfique. Moi, juste de bouger un peu. Un vélo stationnaire, à la limite, pendant que tu es en train d'écouter des émissions. Des fois, te rendre un peu l'utile à l'agréable pour que ça paraisse moins comme une tâche. Mais quand tu commences, moi, les gens me le disent tout le temps, « Hey, ça me fait vraiment un bien fou. » Puis les journées où on va le moins bien, c'est là encore qu'il faut encore plus en faire de l'activité physique. Quand on se sent fatigué, quand on a les hormones SPM, c'est quand ça va pas. C'est là qu'il faut en faire, puis qu'on va aller vraiment chercher la sécrétation des hormones qui vont nous amener un sentiment de bien-être. Puis après ça, tu te sens bien, puis c'est beaucoup plus facile. Fait que c'est ça, je dirais que c'est vraiment des trucs de base. Après ça, on a évidemment d'autres techniques. On parle de techniques d'ancrage. Les techniques d'ancrage, c'est vraiment pour vivre un peu, se reconnecter au moment présent. Ça, souvent, je le conseille pour souvent la nuit, quand tu te réveilles, puis là, tu as de la misère, puis là, tu penses à la job, puis tu penses à 1000 affaires. Par exemple, je vais dire, c'est là d'utiliser les cinq sens. On pourrait dire à la personne, OK, là, mets de l'emphase, focus sur des sons que tu entends. Le but, c'est juste de faire une tâche au cerveau. Puis là, je dis la nuit, mais ça peut être aussi quand tu es pour faire une crise d'anxiété. D'angoisse, je veux dire, de se fermer les yeux, de dire, OK, j'entends la ventilation, j'entends les voitures. C'est juste... Ça semble près de la méditation. Oui, c'est ça. C'est la pleine conscience d'ici maintenant. Ça fait partie aussi des trucs. Un autre truc que j'ai fait tester à des patients, puis je pense que ça va quand même bien. On part de l'alphabet. On commence par la lettre A, puis on dit, par exemple, il faut tout que je nomme les prénoms qui commencent par A. On décolle. Jusqu'à temps que tu dis, hey, j'en connais plus. Et on va à B, à C, à D, à E. Il semblerait que les gens ne se rendent pas jusqu'à la fin. Ils finissent par se rendormir. Fait que, tu sais, c'est des petits trucs comme ça. Je dis pas que ça fonctionne pour tout le monde, mais je pense que tu n'as rien à perdre de l'essayer. On a aussi la cohérence cardiaque, qui est quand même assez connue et méconnue, tout dépendamment. Des applications pour soutenir aussi. Respirolax, c'est gratuit, qu'on peut avoir sur nos téléphones. Évidemment, c'est ça, il faut utiliser le téléphone. Là. Moi, j'allais sur mon téléphone. Ouais. Ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Fait que c'est ça. Fait que ça, à la limite, encore là, c'est juste de te concentrer sur le son que tu entends pour ta respiration. Parce que, comme on l'a dit tantôt, quand tu deviens un petit peu trop d'anxiété, tu vas avoir de la misère à respirer. Fait que c'est sûr que tu vas envoyer peut-être moins d'oxygène à ton cerveau pour traiter l'information. Fait que tu sais, ça, Respirolax, c'est quelques minutes, là, je sais pas. C'est 5 minutes. Exactement. C'est ça. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qu'on utilise quand même assez pour nos patients. Peut avoir aussi des cahiers, de mettre en note un petit peu qu'est-ce qui nous... tenir un journal, les pensées qu'on a, ça peut quand même être aussi utile. Puis, tu sais, si les gens veulent s'informer un petit peu plus, puis aller voir, tu sais, il y a des balados qui existent. Il y en a un avec Claudie Mercier,
qui s'appelle exactement, je pense, ça arrive à tout le monde. C'est Claudie Mercier, qui est une influenceuse quand même assez connue là, au Québec. Qui a fait Occupation Double, je pense. Ça se peut-tu? Oui, tout à fait. Ouais, exact. C'est avec Anne-Élisabeth Bossé. Puis, je sais qu'un, je pense que c'est un psychologue, je ne veux pas me tromper, là, qui est là aussi. Fait que, elle explique qu'elle en vit. C'est fait ça par Beneva. C'est chapeauté par Beneva. Fait que c'est super facile à trouver. Fait que, tu sais, elle explique. Fait que, elle le vit. Fait que des fois, c'est bien d'écouter pour un peu, pas se réconforter, mais en même temps de dire, hey, je suis pas toute seule. Ça normalise. Oui. Se reconnaître dans l'histoire des autres aussi, je pense que ça peut être bénéfique. Tout à fait. Il y en a un aussi avec Florence K, qui a été fait par le gouvernement. Ça s'appelle Troubles anxieux chez les ados. Fait qu'elle aussi la rencontre. Il y a quelqu'un qui est plus ado, mais qui en vivait beaucoup quand elle était à l'adolescence. Fait que des fois, pour les parents, ou même pour les adolescents, d'aller écouter, de dire hey, je me reconnais-tu là-dedans ou pas. Après ça, il y a un livre qui s'appelle La boîte à outils. Anxiété, ça c'est par Madame Anne Hébert, qui est une psychologue. Ça, c'est des beaux petits livres, là, honnêtement. Là, c'est super intéressant, là, très. Quand même simple à comprendre pour la population générale parce que on veut pas que ça soit dans le trop spécifique non plus. Fait que ça c'est quelque chose qui est super bien. Puis on pourra mettre peut-être les sources dans la description du podcast. Là. Oui. Après ça, il ne faut pas gêner non plus d'aller chercher dans des organismes communautaires. T'sais, on a la chance d'en avoir des très, très beaux dans la région. Là. Je sais que GRTP, si je me trompe pas. Trouble panique. Oui, le trouble panique et autres troubles anxieux que vous avez ici au Saguenay. Moi, je vais avoir, par exemple, le Bouscueil dans mon secteur à Robertval. Fait que les gens peuvent aller se chercher de l'aide et de la documentation. Faut pas gêner non plus d'aller chercher de l'information pour essayer de comprendre des fois par nous-mêmes. Le site du gouvernement est super, super bien fait. Puis sinon aussi, ça a l'air que j'ai le droit de l'annoncer, c'est un petit potin. On va faire des groupes virtuels pour la région, en lien avec anxiété, dépression, troubles d'adaptation, si je ne me trompe pas. Je ne voudrais pas qu'Elisabeth soit déçue de ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ça. Dans le fond, là, ça va être pour toute la région. C'est sûr que ça va être virtuel parce qu'on va être capable d'aller chercher le plus de monde en même temps de la région. Notre région est grande, donc... Effectivement. Fait que là, il devrait avoir c'est un projet, il devrait avoir un groupe pilote après les fêtes. Puis, si tout va bien, je devrais être une des animatrices dans tout ça. Ah oui? Oui, c'est posé. Fait que, parce que je trouve ça intéressant d'avoir aussi de... je trouve la force des groupes, c'est vraiment de te rendre compte que tu n'es pas tout seul. Puis, les gens sont experts de leur situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire hey, « Moi, j'ai essayé ça, ça a fonctionné. Hey, » C'est enrichissant. Pour dire hey, « Moi, je pourrais l'essayer. » Fait que moi, je trouve que les groupes, c'est tellement un beau volet, là. Ça revient un peu aux tissus sociaux, à l'importance. Là, mais... juste grégaire en tête, là, être en relation avec un autre homme, avec les individus. C'est comme ça qu'on connecte, qu'on se reconnaît. Oui, l'affiliation, c'est ça. Oui, on se sent moins seul parce que souvent, c'est tellement souffrant de vivre, mettons, de l'anxiété et d'avoir l'impression que personne ne te comprend. Parce que ça se peut que dans ta vie, tu aies des gens, des proches qui ne comprennent pas parce qu'ils n'en vivent pas de la même manière. Fait que je pense que c'est un volet aussi qu'on voulait peut-être aborder. Qu'est-ce que les proches peuvent faire? Oui. Bien, il faut être bienveillant avec d'être dans une ouverture, dans de la bienveillance, de ne pas minimiser, de dire voyons là, arrête de penser à ça, c'est rien. Valider. Oui, puis souvent tu dis ça pour quand même pour rassurer. Pour rassurer. L'intention n'est pas mauvaise. Exactement, mais moi, ce que je pense qui est préférable, c'est vraiment peut-être le proche d'aller s'informer, avec ce qu'on vient de dire. C'est de l'accompagner aussi, mettons, dans une demande d'aide, parce que c'est pas toujours facile d'aller cogner à une porte. Fait que dire, regarde, je vais t'aider. Veux-tu que je vienne avec toi chez le médecin? Veux-tu qu'on aille à l'urgence? Veux-tu qu'on appelle le 811 ensemble? C'est de vraiment être présent. Après ça, tu sais, d'embarquer aussi dans les changements. C'est-à-dire si... tantôt, je parlais du sommeil. Quelqu'un qui se couche tout le temps à minuit, 1h, puis il dit, bon, là, j'ai pas le choix, faut au moins que ça soit 11h. Mais peut-être que le partenaire ou la partenaire de dire, ben je vais me coucher avec toi à 11h. Tu sais, pour de sentir, c'est plus facile, tu sais, si je suis supportée là-dedans. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses que je pense que les partenaires ou les proches peuvent faire parce que, puis même des fois d'aller se chercher de l'aide pour eux aussi. On a encore là des organismes communautaires, tu sais, nous, c'est Nelligan à Robertval, que c'est vraiment pour les proches. C'est vraiment pour eux.
Fait que des fois, de juste aller dire, hey, moi, j'ai peut-être besoin d'aide parce que je trouve ça difficile, parce que c'est sûr que ça a des impacts, là, de vivre avec quelqu'un qui a une période beaucoup plus anxieuse, qui s'est exacerbée pour des raisons X. Là. Fait que je pense ça peut être épuisant aussi pour les proches. Tout à fait, parce que tu peux pas tout contrôler non plus. Puis quand la personne a le vit, tu peux pas y enlever. Là. Être en train de le vivre, comme on l'a dit tantôt, c'est des émotions. C'est quoi les pires choses à dire à une personne qui vit de l'anxiété? Des fois, quand tu as nommé tout à l'heure d'invalider, de dire mais je pense que cette menace-là, elle est dans ta tête. Oui, je pense que c'est ça. Ou t'exagères, T'exagères, oui. Peut-être ces genres de choses-là. Je pense pas que c'est dit méchamment, mais je pense de plus se positionner en disant, ben qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis ça peut être une question qui est demandée avant une crise. C'est de dire, mettons, ça l'arrive. Qu'est-ce que je fais? Flatte-moi les cheveux, puis dis pas un mot. OK, c'est ça que je vais faire. Puis aussi permettre à la personne de faire des petits pas, de l'accompagner là-dedans. Parce que des fois, juste d'aller à l'épicerie, il y en a qui sont plus capables de faire ça. Fait que peut-être l'accompagner pour mettons, parce que nous, on fait des approches qu'on appelle plus cognitivo-comportementales. Fait que c'est un peu faire de l'exposition à des choses que les gens voient menaçantes. Fait que, peut-être désensibiliser. Oui, un petit peu. Nous, c'est des approches qu'on peut faire. Fait que c'est sûr que, mettons, on a comme mission d'aller à l'épicerie, ben accompagne-la pour la première fois, parce que ça se peut que ça ne marchera pas. Là. Fait que, je pense que ça peut être quelque chose de bien intéressant, parce que certaines personnes qui font de l'anxiété vont avoir tendance à faire beaucoup d'évitement. Oui. Puis je pense que ça renforce la peur aussi. Hein. Plus on fait d'évitement, plus notre corps se dit on a bien fait de ne pas y aller. Puis ça renforce le... Puis on part dans des scénarios, puis comme je le disais au début, la peur d'avoir peur. Fait que là, tu te convaincs qu'il y a une menace. C'est comme s'il y avait toujours un ours, mais il n'y en a pas. Ça me fait penser, Joël, on s'est souvent dit ça aussi après la pandémie. Tous les faits, l'espèce de cercle vicieux dans lequel tu tombes, où tu vois moins les gens. Oui. Puis là, tu te convaincs, on dirait, de façon pernicieuse, que finalement, je suis bien chez nous, dans mon salon. J'ai peut-être pas envie d'aller souper avec des amis le vendredi soir. Mais là, finalement, tu vois de moins en moins de gens. Tu es de plus en plus isolé. Voilà. Puis là, on dirait que ça tire vers le bas. Même si tu penses que ça te fait du bien, c'est pas nécessairement le cas. Oui, puis l'isolement n'est pas un truc. C'est pas un truc. C'est pas un truc. C'est faux pas. C'est ça, l'isolement, il faut pas. On a le droit à toutes des périodes, des fois, pour. Si on a une grosse. De solitude, de calme. Ça, j'ai aucun problème. Mais au contraire, la pandémie, je crois que ça l'a créé ça. Les gens sont devenus plus confortables, mais en même temps, on évite des choses qu'avant nous faisaient du bien. Il faut les continuer, ces choses-là. Dans d'autres trucs aussi. T'aimes ça aller voir de la musique? Vas-y. Des shows d'humour, ça fait triper, des spectacles. Vas-y, fais des choses qui te font du bien. Ça, dans la boîte à outils, c'est des trucs à ajouter. Là. Se poser la question, qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui me fait du bien? Parce que, il n'y a pas un cas pareil. Un peu, là, dans ma vie oisée. Oui, parce que de l'anxiété, il y en a, comme je pourrais dire, 1001 sortes pour 1001 humains. T'sais, moi, j'ai pas un patient pareil. Il y a des lignes qui se chevauchent et qu'il y a quand même un tronc commun, je veux dire, mais j'en ai pas un qui vit ça de la même manière non plus. Là. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste un type, tu sais, je veux dire, d'anxiété. Là. Il y en a plein, mais je pense que juste de se poser la question, à la limite, tu sais, de dire, c'est ça que je suis en train de vivre, d'aller vérifier sur Internet le site du gouvernement. Tu sais, je précise pas n'importe quoi non plus, parce que là, des fois, les fausses recherches nous amènent à d'autres problématiques, ça, on fait attention. Mais de dire, est-ce que je me retrouve? Puis, comme on dit, des balados, des fois, ça permet de comprendre certaines affaires. D'aller voir des professionnels, tu sais, des ports d'entrée, là, on en a tellement plus qu'on pense. J'ai dit tantôt, le 811, c'est 24/7. Tu peux appeler pour faire une demande. Info sociale, effectivement. Est-ce que tu as besoin d'être en situation de crise? Non, on pense ça, mais non. Effectivement. C'est vraiment une ligne qui permet de faire une demande de service. Et si tu es en crise aussi, là. Mais ça peut être juste, hey, moi, là, je me suis rendu compte, je suis de moins en moins fonctionnelle, je suis plus irritable. On dirait que je sais plus si j'aime mon emploi, je me sens plus bien, j'ai mal au cœur le matin. Bien, t'appelles. C'est une travailleuse sociale là, qui prend la ligne, je crois. Là. Oui, qui va faire un traitement d'information, une analyse. Comme nous, on fait en GMF quand on reçoit une requête. C'est dans le même principe. Elle va poser plein de questions. Puis après ça, elle va orienter vers les bons services, que ce soit un organisme communautaire. Tu sais, des fois, c'est ça le besoin. Ou dire, OK, ben tu vas en CLSC, tu vas aller en GMF. Parce que la grande distinction en ce moment, c'est tu peux être en GMF quand ton médecin de famille est
est en GMF. Si tu n'as pas de médecin de famille en GMF ou pas de médecin de famille, tu vas être dirigé vers le CLSC. Fait que, moi, dans mon équipe de travail, j'ai des travailleurs sociaux qui font le même travail que moi, mais en CLSC pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Fait que, ça, c'est une porte d'entrée. Tu peux appeler n'importe quelle heure ton médecin, évidemment. Après ça, tu peux appeler directement la clinique. On va faire un traitement d'information. Tu peux te présenter à l'urgence. Là, si tu dis, je suis en train de... ça marche plus, puis on veut pas que ça amène à des idées suicidaires non plus. Parce que, malheureusement, c'est démontré quand même que les gens qui vivent l'anxiété peuvent... Le suicide est 10 fois plus présent. Puis ça me fait de la peine, de me dire, mon Dieu, si les gens vont... je préfère que les gens aillent chercher de l'aide parce qu'on veut pas que ça se rende à ça. Ça démontre à quel point ça peut être souffrant aussi, l'anxiété, puis sur la durée aussi, là, épuisant, souffrant. Les gens qui arrivent dans mon bureau, je le vois, là. Je le vois comment c'est incommodant. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller mieux. Fait que c'est pour ça qu'en demandant de l'aide, avant que tu te rendes à cette étape-là, il y en a de l'aide, là, vraiment, puis il faut vraiment pas se gêner. Puis ça m'amène même à... Il y a eu un documentaire qui est sorti... c'est Jean-Nicolas Veyraud, le comédien, là, qui le chapeaute. Puis, si je me trompe pas, c'est Les gars, faut qu'on se parle. Puis, c'est tous des gens connus, des hommes connus qui parlent, qui ont de l'aide, qui sont allés en chercher au niveau professionnel, qui vivent avec des enjeux de santé mentale. Je me dis, tout le monde peut en avoir de besoin. Puis, c'est pas faible de vivre c'est au contraire. Ce qui est fort, c'est d'aller chercher de l'aide. Puis tout le monde vit quelque chose. Fait que, moi, quand je sais que souvent, c'est des stéréotypes, t'es fait parce que... Non. Tu le vis pour vrai. Je l'ai tout décortiqué tantôt. Il y a du bio-psychosocial. Ton corps te fait réagir, tes émotions te font réagir, l'environnement te fait réagir. Fait que, on s'entend, là. Les personnes qui à l'abri, là. Aucunement. Situation de crise. Aucunement. Aucunement. C'est tellement intéressant. Merci, Annie-Pierre, pour ta générosité, pour ta bienveillance, pour les trucs que tu nous as donnés. Je trouve ça vraiment passionnant. Je te remercie d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci. Puis c'était vraiment agréable d'avoir le point de vue d'une travailleuse sociale aussi sur ce sujet-là. Merci.